Nous sommes dans Ça se discute déjà ce soir et puis je suis avec Cécile Tonoukou, administrateur culturel sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Derrick. Bonsoir le plateau et bonsoir également, chers téléspectateurs. Nous sommes avec Julio Tometti, il est juriste. Bonsoir. Bonsoir Derrick, bonsoir le plateau et à tous nos téléspectateurs. Nous parlons en général ce soir de la vie des partis politiques, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition sur ce plateau. Et nous démarrons bien sûr par l'UPR, ce nouveau parti que nous connaissons, cette nouvelle appellation que nous avons, et donc le nouveau bureau politique de l'UPR, l'UP Le Renouveau est connu depuis la fin de la cérémonie officielle de fusion ce dimanche. On dénombre 111 membres. Dans la pratique, c'est sitôt nos coins. Comment voyez-vous la faisabilité? Un bureau de 111 personnes. Oui, mais avant, je pense que l'appellation, c'est l'UP Le Renouveau. Oui, l'UP Le Renouveau. Pas l'UPR. Enfin, je ne sais pas, mais si tant est que c'est l'UPR, c'est bon, on avisera. Mais non, l'UP Le Renouveau, on retient ce qui est. Progressiste Le Renouveau. Oui, tout à fait. La configuration de 111 membres pour le bureau politique de ce nouveau parti, a priori, ça fait peur, pour dire, mais ça fait une sorte de pléthore. Et ça ne peut être autrement lorsque ces deux partis qui se sont mis ensemble. Donc, et la base de leur mise en commun, c'est que l'un ne vient pas phagocyter l'autre, donc il y a une mise ensemble des énergies. Donc, du coup, les membres du bureau politique du PRD se sont retrouvés avec les membres du bureau. Donc, ça fait une addition de décideurs qui se sont retrouvés ensemble. Donc, du coup, ça fait un nombre pléthorique, donc qui peut, a priori, proposer des problèmes de fonctionnement et de prise de décision et de rassemblement. Si nous laissons justement cet aspect de pléthore, je pense que le parti également est structuré d'une façon ou d'une autre où la mise en œuvre des décisions du bureau politique est prise en charge par la direction exécutive nationale, qui reste également un autre niveau de décision et de mise en œuvre des orientations du parti. Donc, du coup, je pense qu'il y aura forcément une sorte d'arrimage entre les instances pour que les décisions soient prises et que le parti puisse fonctionner de façon harmonieuse. Donc, du coup, a priori, on peut dire que c'est une pléthore, mais dans le fonctionnement, ils trouveront forcément les mécanismes qu'il faut pour rendre une certaine fluidité dans le fonctionnement de ce bureau politique. De toutes les façons, les tests, les statuts de nouveaux partis préciseront les modalités de réunion et de décision et tout ce qui va se faire au sein de ce bureau politique. Donc, du coup, je pense qu'en parfaite intelligence, ils trouveront les moyens pour pouvoir avancer convenablement et atteindre leurs objectifs. Ils trouveront les moyens pour gérer tous ensemble les 111 avec tous les membres du parti, Julio. Oui, l'Union progressiste sur le renouveau, c'est un grand parti. C'est un grand parti. Qu'on le veuille, nous étaient grands et je pense avec le réaménagement qui a été fait, sont davantage plus grands. Je voudrais, pour revenir un peu sur une expression de celle-ci, ce nouveau parti, je me demande si c'est un nouveau parti. Non, ce n'est pas un nouveau parti politique, c'est un parti politique réaménagé, il faut le préciser. Je pense que le bureau politique, d'abord, du parti UP et le Renouveau, c'était d'abord un nombre, en suivant les statuts du parti, notamment 75, l'article 75 des statuts, était un peu plus rétréci. À un moment donné, lors des derniers réaménagements qui a vu l'arrivée du professeur Georges Ogwenou, on a dû, pour des raisons précises, ajouter en fait un certain nombre de membres, notamment les élus communaux. C'est-à-dire les maires et les députés, ils sont d'office membres du droit. Parce que au-delà de tout ce que l'on peut dire du bureau, du bureau politique, c'est que le bureau politique est l'organe même de propagande et d'enracinement du parti. Il faut le préciser. Vous l'avez dit tantôt, la direction de sécurité nationale, c'est le bras opérationnel.
Mais l'instance suprême de décision, c'est le Conseil national et autres. Mais dans l'activisme, dans l'activité même du parti pour son enracinement, c'est le bureau politique. Donc, c'est en cela qu'on a dû penser, dire, on ne peut pas avoir un bureau politique dans lequel on n'a pas les maires en fonction, les députés, parce que ce sont ceux-là, ce sont des élus, ce sont ceux-là qui sont foncièrement plus proches en fait de la base. Donc, les retours qu'on a de ceux-là sont les retours les plus pertinents qu'ils soumettent aussi bien à la direction exécutive que le bureau national, le conseil national. Et donc, ce n'est pas une question, c'est une instance, ce n'est pas une question d'effectif, c'est pas une question d'effectif. Ça peut même aller au-delà des 111, mais c'est une question en fait d'objectif et de la pertinence de ceux qui sont membres. Et fortement à avoir, selon les statuts, c'est véritablement représenté pour aboutir, comment dire, à un cadrage plus complet en fait selon les zones d'influence du parti. Donc, le nombre ne devrait gêner en rien parce que depuis sa création de l'ancien UP au nouveau UPR, on n'a jamais eu de soubresaut au sein. Ça veut dire que depuis là, tout s'est passé en bonne intelligence et ça va continuer par se passer ainsi. On peut se demander même si le parti doit grandir davantage pour en absorber d'autres. On peut aller même à un effectif au-delà de ce que nous avons actuellement. Donc, le problème ne se pose pas, mais le problème, c'est en termes d'efficacité. C'est si on a remarqué que ce bureau qu'on ait une absence, une grande absence d'Adrien Humbédié. On se demande si, comme Amos Okono et les autres, il s'est retiré. Je pense que la réponse est dans la question elle-même. Ça, c'est de toute évidence. Si c'était que Maître Adrien Humbédié devrait continuer la bataille politique, on aurait vu justement son nom s'afficher. On peut dire à la lecture de ce qui s'est passé que Maître Adrien Humbédié est venu conduire le processus et maintenant remettre justement les rênes de son parti à la jeune génération pour continuer et ils vont pouvoir se retrouver de l'autre côté pour prendre une retraite politique ou alors continuer à conseiller et à appuyer justement les jeunes qui sont aujourd'hui à la manette. Donc du coup, je pense que c'est une sorte d'harmonie d'action où de l'autre côté, tous ceux qui sont d'une certaine génération au niveau de l'Union progressiste sont allés à la retraite politique. De l'autre côté également, le PRD, le Maître Adrien Humbédié et d'autres se sont plus retrouvés dans le bureau politique pour conduire les destinées de l'UP Le Renouveau. Donc, du coup, nous assistons à une sorte de paralysie de forme qui permet à ces deux partis de se donner des objectifs à atteindre, donc du coup remettre le parti à la jeunesse pour que la jeunesse puisse conduire les destinées de ce parti pour des victoires plus grandes. Donc du coup, nous voyons que Maître Adrien Humbédié, d'une façon ou d'une autre, a pris sa retraite politique en soi. Ça, on peut l'affirmer sans se tromper. Sans se tromper, vous partagez cet avis de ceci, vous aussi, Julie? Oui, bien sûr, parce qu'il est apparu clairement aujourd'hui que Maître Adrien Humbédié ne fait plus partie d'aucune instance de parti politique. C'est une retraite de fait, il faut le remarquer. Et pour s'en convaincre, parce qu'on ne peut pas parler de ces faits politiques sans faire recours en fait à la mouvance présidentielle d'une manière générale. Je pense qu'en fait il s'agit d'une philosophie largement partagée au sein de la mouvance présidentielle. Vous avez dû constater, cette volonté affichée du leader de cette mouvance présidentielle, le président Patrice Talon, et c'est ce qui transparaît ou ce qui s'affiche successivement dans les faits et les actes. C'est comme un passage de témoins. Avant ça, on aurait appris qu'au sein des partis politiques, il y avait ce vent-là qui se murmurait au-delà de ce que les textes ont prévu, que ces partis-là veulent l'imposer même avant l'effectivité de ce que ceux qui ont déjà eu une certaine longévité
en fait, dans l'arène politique, notamment au Parlement, devront céder leur place. Il se situerait que ceux qui ont déjà deux ou trois mandats devront désormais laisser place, comment dire, aux nouveaux arrivants sur la scène politique. Donc, c'est le même vent. On a vu comment, au niveau de l'SUP, comment dire, ces patriarches, vous les avez cités tantôt, sont allés, et d'autres même iront jusqu'à dire, j'en ai entendu, donc, que peut-être que ça faisait partie des options qui comment dire, ont été posées lors des négociations pour en fait la mise ensemble des ex-partis, Union progressiste et PRD, que il paraît qu'au sein, le PRD dit, avant que moi je ne vienne, il faut que j'ai l'assurance que les autres vont partir. Et pour me donner moi-même la garantie, pour que moi je vous donne la garantie de ce que je vais partir. Et donc, ça fait que si nous devons partir, on doit partir ensemble de toute manière. Il ne faut pas que moi, je vienne remettre mon écurie entre vos mains, que vous soyez à la tête et que moi, je sois encore en dehors. Donc, il paraît que cela faisait partie. Ce ne sont que des supputations. Nous ne sommes pas dans le secret de Dieu. Mais ce que l'on constate, c'est ce retrait, on peut dire progressif ou groupé, en fait, de ces patriarches des années 1990. Il faut le rappeler, ça fait plus de 30 ans, en fait, d'activisme, de combat politique. Et donc, c'est une nouvelle génération, en fait, qui prend le relais et une nouvelle page politique de l'histoire du Bénin s'écrira. Ceci, pensez-vous que la cohabitation sera aussi bien facile pour ceux-là qui se sont mis ensemble maintenant? Alors, avant de répondre, je partirai d'une anecdote. Même deux amoureux qui se marient, il y a toujours de grincements dedans, hein, malgré la flamme qui anime chacun dans le couple. Il y a forcément des remue-ménages qui arrivent. Donc, du coup, une mise ensemble demande forcément un temps d'acclimatation. Donc, il va forcément avoir ce temps d'acclimatation entre les nouveaux mariés, ça c'est clair, mais fini ce temps d'acclimatation, je pense qu'ils ont un objectif à atteindre et je pense qu'aujourd'hui, ils sont un et donc du coup, chacun va pouvoir délaisser ses privilèges ou ses attachements d'antan et se consacrer faire focus, comme on le dit, sur le nouvel objectif qui devient les leurs, à savoir rester un parti soudé, un parti uni pour mener un combat historique. Parce que aujourd'hui, l'Union progressiste de renouveau a le vent en poupe et tous les projecteurs sont tournés vers ce parti politique pour voir comment est-ce que ce parti pourra s'en sortir. D'abord, il y a forcément là la liste des candidats à fournir pour les élections législatives de janvier 2023. Et déjà à ce niveau-là, il faut voir comment est-ce que les instances de ce parti-là vont gérer cette opération pour qu'il n'y ait pas beaucoup de grincements, pour qu'il y ait forcément au-delà de tout l'harmonie qui règne et que l'intérêt supérieur du parti puisse être sauvegardé. Ça, c'est déjà le premier exercice qui va pouvoir se faire et on verra comment ils vont pouvoir réussir cette épreuve. Mais connaissant les éléments en face, je suis persuadé qu'ils vont pouvoir relever le cap pour pouvoir avancer et atteindre des objectifs qui sont les leurs, c'est-à-dire réunir le cap des 10% et avoir justement la majorité à l'Assemblée nationale à l'issue des prochaines élections législatives de 2023. Oui, Oui, je n'ai pas de doute que, en prenant, comment dire, l'anecdote de ceci, que ce mariage durera dans le temps, pour ne pas dire ce mariage peut-être jusqu'à la dissolution éventuelle du parti. Parce que je le dis parce que dans un premier temps, vous voyez, à la constitution des blocs, notamment Union progressiste, BR et autres, ce vent avait susurré que est-ce que ces différents partis qui se sont mis ensemble, dira-t-on même de manière mécanique, est-ce qu'ils pourront subsister dans le temps, est-ce qu'ils pourront véritablement rester ensemble? Mais nous avons vu depuis 2018 jusque-là, il n'y a pas eu encore de soubresaut. On a l'impression qu'ils sont même davantage plus soudés que jamais et que la nouvelle dynamique est rentrée un peu dans les habitudes.
aujourd'hui, on sait dans ce Bénin que ne peut se constituer ou ne peut véritablement aller à la conquête de l'électorat n'importe qui. N'importe qui peut se constituer parti politique, mais n'importe qui ne peut pas aller à l'assaut de l'électorat pour franchir le cap de représentativité qui est de 2%. Donc, ça, c'est une garantie suffisante. La deuxième garantie, ce sont les tests, en fait, qui contiennent les gens dans leur passion et leur pulsion. Je reprends toujours le mariage. On dit, pour aller au divorce, lorsque vous vous mariez pour aller au divorce, vous ne pouvez pas vous marier et aller divorcer demain, ni aller changer votre contrat de mariage demain. Pour le contrat de mariage, il faut minimum 2 ou 3 ans d'expérimentation. C'est-à-dire que, quels que soient vos remous, vous êtes contraint de rester ensemble pour voir si quelque chose ne peut pas être fait. Et je pense que fondamentalement, ça soit fait. Je compte sur le leadership du chef de l'État aussi, qui est le président de la majorité présidentielle, à jouer de tout son poids pour que ça reste. Mais à voir la manière dont les choses se sont passées, il y a beaucoup de craintes. Beaucoup l'ont relevé même dans les discours, notamment du discours de M. Adrien Mbedi, un discours quelque peu à polémique. Non, je pense que nous sommes en face d'une nouvelle génération d'acteurs et d'accords, et donc les vieux démons ne réapparaîtront pas. Les uns et les autres vont se rendre compte qu'en étant ensemble, ils seront plus forts davantage. Et donc, dans la conquête, dans la volonté de maintenir en fait cette force politique-là, ils vont travailler, d'accord, à surmonter toutes les difficultés qui arrivent. C'est vrai, il y aura forcément des couacs, mais comme je l'ai dit tantôt, les tests et l'organisation autour, le leadership du premier responsable permettra quelque peu de sauver les meubles. Ceci, il y a Julien qui abordait déjà la question qui suit. Maître Adrien Mbedi, dans son discours, est-ce qu'il mettait en garde l'ex-UP sur une probable trahison en prenant l'exemple sur l'histoire de la grenouille et du scorpion? Ce discours est anecdotique, il ne dit rien de nouveau. Il essaie simplement de rappeler à la mémoire de chacun de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire agir tout en comptant avec l'autre et non agir tout en comptant avec soi-même. C'est ça justement la réalité que Maître Adrien Mbedi est en train de rappeler pour dire oui, nous nous sommes mis d'accord pour pouvoir faire le chemin ensemble, mais il va falloir que dans ce bout de chemin que nous voulons faire, que l'intérêt supérieur soit ce qui doit nous guider et non l'intérêt de chacun. Et c'est pour ça qu'il s'est appuyé sur l'anecdote de la grenouille et du scorpion pour pouvoir le dire. Donc du coup, il faut comprendre qu'il nous rappelait ce qu'ils avaient vécu de par le passé, où ils sont ensemble, mais ils se faisaient de faux coups. Mais ici, il rappelle que c'est une nouvelle génération, donc il attire l'attention de cette génération sur le fait qu'il ne faudrait pas qu'ils tirent leçon de ces choses, mais qu'ils puissent faire face aux challenges qui sont les leurs, pour que les réformes du système partisan puissent aboutir véritablement de grands ensembles, et pour qu'on ne parle pas de divorce demain. Parce que c'est quand les suspicions, quand les remous, quand les mauvais positionnements, les problèmes d'intérêt commencent par se suspicier, se faire surface, et qu'en interne, il n'y a pas eu un mode de règlement clair, que l'implosion commence peu à peu jusqu'à ce qu'on voit les bruits de bottes dehors. Mais je pense qu'avec ce qui se passe et le défi des caps de représentativité et des grands ensembles politiques n'amènerait pas à cela. Je pense que cela est conjugué au passé et que ça fera également l'épreuve du temps pour que chacun puisse véritablement être moulé dans le nouveau dynamisme qui est mis en place, pour pouvoir vraiment l'épouser et partir davantage, pour qu'il n'y ait pas de transhumance parce que je ne suis pas positionné ici, il faut que je puisse sortir, voir de l'autre côté pour être positionné. Non, je pense que tout va se faire, et en tant que grand parti, il y a forcément de postes et
de positionnement à faire pour chacun. Tout le monde ne peut pas, dans un parti politique, être présent à l'Assemblée nationale. Tout le monde ne peut pas non plus être maire ou élus locaux, députés. Mais il y a d'autres fonctions, il y a d'autres espaces de combat qui puissent revenir à chaque membre pour que chacun puisse se sentir utile à l'ensemble et que les objectifs puissent être réalisés dans le temps pour faire beaucoup plus, pour impacter davantage. Parce que, en tant que militant, c'est ce que vous apportez à votre parti. C'est la plus-value que vous apportez à votre parti qui importe et non ce que vous attendez comme dividendes revenant du parti. Les dividendes viendront comme une valeur ajoutée, mais non une valeur première. Et donc, je pense que c'est dans cette logique-là que le nouveau dynamisme va pouvoir se mettre en place pour que nous puissions véritablement rêver des grands blocs qui se cristallisent d'année en année et d'épreuve électorale en épreuve électorale pour que la démocratisation à la base soit une réalité au sein des partis politiques. Nous allons rapidement faire un tour à la régie, revenir le temps de poursuivre ce débat. Nous sommes de retour sur ce plateau et ça nous a permis de recevoir avec nous ici Clotilde Miazalou, il est socio-anthropologue. Bonsoir. Bonsoir Derrick, bonsoir chers amis, bonsoir à tous les téléspectateurs. Est-ce que nous allons démarrer par lui ou Julio a quelque chose à dire pour introduire le nouveau venir dans le débat? Oui, bien sûr. Relativement à la question de ces vieux démons-là, je pense que Maître Adi Ngwedi avait deux repères. Le premier repère, c'est la période 1960, d'accord, à la période révolutionnaire, 1972, avec les alliances qui se défaisaient, la période à Petit, à Romandébé, Hubert Maga et autres, où les alliances se font et se défont au fil des humeurs. C'est resté dans l'histoire. À la suite de ça, il y a l'alliance dont lui-même, il dit aujourd'hui, il le dit très bien, il dit être victime de l'Union fait la nation, où il estimait que c'était une alliance de façade et que les gens on était ensemble, mais on n'était véritablement pas ensemble. Je me rappelle d'un acteur à qui les journalistes ayant posé la question dit que le candidat du parti ou bien de l'alliance réclame, il dit oui, que Adrien Ngwedi dit que c'est lui le président. Il n'a pas dit que l'alliance dit que c'est Adrien Ngwedi qui a dit que c'est lui qui a été élu. Donc tout ça là, ça laisse en fait quelque peu relents négatifs dans ces alliances-là. C'est pourquoi en fait, pour tuer en fait ces vieux démons, j'emploie un terme comme ça, ce qui a été fait pour que ces acteurs-là ne soient plus au premier plan en fait de cette nouvelle dynamique est déjà salutaire. Et je voudrais demander aux nouveaux acteurs, d'accord, de véritablement, c'est pourquoi j'ai aimé en fait le discours du professeur Djabounou qui, de manière liminaire aussi, était revenu sur ça, mais en mettant, comment dire, cette idée progressiste, parce qu'en fait le progressisme aussi, en fait, c'est ça. C'est de se départir de ce conformisme, de se départir de cette histoire, d'accord, qui vous tire par le bas et en fait viser autre chose, développer autre dynamique. C'est pourquoi aujourd'hui nous pensons que ceux qui sont là sont de nouveaux acteurs et doivent pouvoir se départir de ces relents quelque peu négatifs de cette manière pour impulser une nouvelle dynamique. Donc je n'ai pas du tout, je suis tout optimiste de ce que cette relation durera dans le temps. Je ne le dis pas, non pas pour le parti Union progressiste, le renouveau, mais pour l'arène politique, pour l'actualité politique
et dont dépend fondamentalement le devenir en fait de notre nation, puisque ce sont les partis politiques qui vont à la conquête du pouvoir, prennent le pouvoir et qui nous disent au quotidien comment nous devons vivre. Donc, tant les partis politiques sont bien ficelés, d'accord, sont bien organisés en leur sein, ont des visions progressistes, futuristes, plus comment dire, la population, le peuple a comment dire, le droit de rêver du meilleur. Claude, vous venez de nous rejoindre, mais déjà, comment est-ce que vous appréciez cette fusion-là qui a été faite et voyez-vous la cohabitation facile? Ok, merci beaucoup. Vous savez, en politique, l'addition est toujours une bonne chose. Et déjà dans le contexte social, quand vous vous préoccupez un peu du devenir de la société, quand vous apprenez qu'il y a des partis politiques qui se mettent ensemble, c'est forcément une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 1945, il y a eu des crises identitaires qui sont nées. Depuis les anciens politiciens, on ne va pas rappeler toute cette histoire ici. Et donc, l'incrémentalisme dont le chef de l'État a fait la promotion depuis 2016, surtout à travers ses réformes partisanes, participe en fait à la résolution de ces crises identitaires. Vous prenez l'UP, BR, tout ça aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a presque toutes les identités nationales qui sont représentées. Donc, le mariage qui a eu lieu entre l'UP et le PRD ne fait que confirmer, ne fait que participer en fait à cette résolution des crises identitaires. Donc, ça fait première chose. Deuxièmement, vous savez que le principe sacro-saint de la vie ensemble, c'est le respect des accords. Et quand je vois les deux leaders, parce que quand on est leader, on est déjà charismatique. Quand je vois les deux leaders, le président Diogbenou, tout son parcours, il a prouvé qu'il est un homme qui sait ce qu'il veut, en réalité. Quand vous prenez aussi la décision de Maître Adrien Humbedi, vous comprenez aussi qu'ils sont dans une démarche, que lui-même, il est dans une démarche de renforcement et de conquête, en réalité, du pouvoir politique. Quand je prends ces deux, je suis un peu sûr que, parce que en fait, tout va d'abord se reposer sur ces deux leaders. Je suis un peu sûr qu'ils vont tout faire pour que ça tienne. Déjà, comme la fable dont Maître Humbedi avait déjà parlé, en réalité, les deux ont intérêt à cohabiter ensemble et à réussir. C'est vrai qu'il y aura forcément quelques intérêts individuels qui seront mis de côté, mais on ne peut pas vouloir la même chose et son contraire. Donc, on va devoir, en réalité, dans ce parti, dans ce parti politique ou nouveau parti politique, je vais dire, prioriser en réalité l'intérêt du groupe dans une certaine logique d'utilitarisme. Et quand je vois le parti Union progressiste, j'ai déjà constaté cette chose-là, par exemple. Vous voyez déjà qu'un peu dans ce parti, même quand il y a des difficultés, même quand il y a des soucis, il y a des leaders politiques qui sont capables de faire taire leur ego pour, en fait, l'utilité du groupe. Et je pense que petit à petit, ça va se faire. Les gens sont un peu étonnés. Peut-être que M. Adrien Humbedi n'est pas présent dans le présidium. C'est peut-être parce que le monsieur, à un moment donné, a voulu laisser, pourquoi pas, la place aux jeunes. Donc, ce n'est peut-être pas pour rien qu'il a été réintégré également au barreau. Donc, je pense qu'il serait vain de se lancer dans une polémique, comme on voit un peu sur les réseaux sociaux, les gens sont en train d'essayer d'animer une politique du genre. Je pense que cette fusion peut fonctionner, vu que les deux visent le même objectif, et on va espérer qu'après 2023, que ça puisse continuer, et que les autres partis qui hésitent aussi à faire ce pas puissent se mettre dans ce mouvement d'ensemble pour que nous ayons réellement des partis forts, des partis qui représentent en réalité toutes les identités du Bénin. Julien. Oui, des partis assez représentatifs, donc c'est le vœu qu'on peut formuler aussi aux partis politiques de l'opposition qui sont encore en train de tergiverser, et d'autres partis politiques de la mouvance aussi dont nous voyons des semblants de rapprochement, peut-être pour voir un peu, mais peut-être qu'ils finiront par arriver. Donc en fait, l'un mis dans l'autre, il faut travailler parce qu'en fait, dans l'idée même de la réforme, c'est véritablement d'arriver à avoir de ces grands ensembles à l'intérieur desquels il y a toutes les compétences, il y a toutes les variétés socio-culturelles, religieuses et ethniques, ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, il y a cet élément-là qu'on a réussi fortement
il n'est pas question aujourd'hui de dire, que ce soit de l'opposition ou bien de la mouvance, que tel parti est du sud, du nord, de telle ethnie, de telle autre. Donc c'est déjà un acquis que que les acteurs politiques vont travailler à renforcer davantage, comme quelqu'un l'a dit, c'est on dit la meilleure des connaissances, moi j'ai dit la meilleure des forces est celle qui amène l'homme vers les hommes. Et donc si les uns et les autres peuvent continuer à se mettre ensemble, je pense que nous allons véritablement tourner une autre page, en fait, plus prometteuse de l'histoire politique du Bénin. C'est un mois avant que nous ne passions justement au second sujet. Non, je pense que le vœu de tout acteur aujourd'hui dans une logique de préservation des acquis du Bénin révélé et qui est vraiment cet outil de réforme du système partisan, que ce vœu-là soit vraiment exaucé à travers chaque acteur et chaque citoyen de notre pays afin que nous arrivions vraiment à avoir de grands ensembles homogènes et qui sont vraiment des ensembles représentatifs du pays et que au sein de ces ensembles, les règles et les jeux démocratiques puissent avoir cours. C'est cela qui va pouvoir faire de notre nation une grande nation qui va pouvoir résister à tout ce qu'on peut avoir comme épreuve, comme tumulte dans le temps. Et donc, nous passons au second sujet de la soirée. C'est un bruit du côté de l'opposition. Le président du MPL, Expérience Lévesque, qui affirmait sur une radio privée de la place que l'opposition, sans la force Cori pour un Bénin émergent FCBE, s'organise pour participer et gagner les élections législatives de 2023. Et en réponse à cette affirmation, Alain Adio, ancien ministre et membre du bureau exécutif national de la FCBE, a dit que certains partis ont choisi délibérément de se retirer au cours du processus de la formation de ce cadre de concertation des partis de l'opposition. Julien, est-ce que déjà les partis de l'opposition ne se comprennent pas sur ce plan? En fait, l'opposition est quelque peu en manque de repères, il faut le dire. Parce que, comme je le disais tantôt, pour que ces choses-là marchent, il faut que vous ayez un repère, il faut qu'il y ait un référent. L'opposition marque aujourd'hui du leader charismatique avec qui les uns et les autres pourraient se tourner. C'est pourquoi, qu'on le veuille ou non, quel que soit l'intérêt qu'il représente, la position du président Bruno Yahi était très importante au sein de cette opposition. Quels que soient les autres aspects positifs ou négatifs qu'on pourrait noter. Donc, il y a ça. Ce cas de concertation, nous avons fait ce débat-là ici, je pense, c'était les FCBE à travers le chef de file de l'opposition, le président Paul Ompé, qui l'avait initié. Et nous avions quelques doutes par rapport à ça. Nous l'avions émis en ce moment-là pour dire, par rapport aux suspicions qui est nourries de part et d'autre, notamment Paul Ompé, je l'ai plus précisément exprimé ici, qui m'a valu une droite de réponse, le parti Restaurer la confiance, que cette initiative serait difficile à l'objectif serait difficile à atteindre parce que les gens ne peuvent pas suffisamment se faire confiance. Et donc ça s'est révélé, vous voyez un peu, c'est FCBE qui avait initié. À un moment donné, il y a rupture. Et les autres se sont mises maintenant à l'écart pour mettre en place ce qu'on peut appeler aussi cadre de concertation ou bien une formule de mise ensemble pour aller aux élections. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'ils ont compris, ils sont en train de comprendre la pertinence de ce que l'environnement aujourd'hui n'est plus favorable à aucun parti politique tel qu'ils existent actuellement de se dire j'irai aux élections et je vais atteindre le seuil de représentativité. Donc ça, c'est déjà un bénéfice. Si peut-être même déjà en petit groupe, ils commencent pas à se mettre ensemble, c'est déjà bien. On ne peut pas forcément faire l'union avec tout le monde de cette façon. Et donc, c'est déjà salutaire que l'opposition se rende compte qu'il faut se mettre ensemble. Maintenant, comment se mettre ensemble? Les uns et les autres ne peuvent pas se voir en victime. Il n'y a pas de victime dans cette affaire-là. Si les autres ne veulent pas faire avec la FCBE, ils ont forcément leur raison. Les FCBE ne peuvent pas donc se voir en victime de quoi que ce soit. Ils vont simplement trouver en fait des stratégies pour quand même, parce que, qu'on le veuille ou non, ils continuent d'être représentatifs. Ils sont présents dans les conseils communaux. Donc, la dernière élection législative a fait
qu'ils ont eu au-delà, un peu au-delà de 10%. Et donc, pour un parti politique sérieux, ils doivent continuer. Et donc, que cette élection va aller au-delà comment dire, de ce score qu'ils ont obtenu. Et donc, mais encore faudra-t-il que la présence des autres aujourd'hui va forcément impacter les choses. Donc, je me dis, les autres sont dans une vision quelque peu de ne pas se tromper d'alliés. Je pense que c'est fondamentalement ça. Les FCBE se considèrent comme, comment dire, les autres, comme si les autres les voyaient comme la poisse d'une certaine façon. Et donc, on ne peut pas contraindre les gens, les uns et les autres, à aller forcément ensemble. Si, tant est que, on peut même avoir jusqu'à 2 ou 3 regroupements de partis de l'opposition, mais en fait que l'opposition soit fondamentalement représentative, ce n'est que le vœu des Béninois. Claude. Oui, je pense que dans la même démarche que celle de l'Union progressiste, le renouveau, je pense que les partis politiques de l'opposition doivent et ont aussi intérêt véritablement à se mettre ensemble pour peser lourd dans la balance. Et je pense que, vous savez, dans la plupart des pays où il y a plusieurs partis, les partis d'opposition ou les partis de l'opposition, je devrais dire, ont souvent de difficultés à se mettre ensemble. Et ça, c'est une logique déjà philosophique expliquée depuis Thomas Hobbes qui avait dit que l'être humain ou les êtres humains, dans la logique, parce qu'ils convoient en réalité les mêmes choses, finissent par devenir des concurrents. Et donc, c'est de là que lui, il a dit que l'homme devient loup pour l'homme. Donc, on peut aisément comprendre un peu ce qui se passe souvent au niveau des partis de l'opposition. Mais cette réflexion a évolué. Jean-Jacques Rousseau a dit plus tard que quand il y a une conscience collective qui est créée, les gens sont capables d'aller puiser en fait des valeurs de l'autre côté pour pouvoir se renforcer. En réalité, que l'homme, l'humain lui-même n'est pas mauvais, mais que c'est la société qui le corrompt. C'est pour dire quoi? Vous lui a dit tout à l'heure qu'il manque aujourd'hui un leader, enfin, il a parlé du président Yahya Boni qui incarnait cette opposition. Si aujourd'hui, dans tous ces partis d'opposition, s'il y a un leader assez charismatique qui puisse en réalité créer cette conscience collective et rassembler tout le monde, ça va peser lourd. Et ça pourrait même obliger, pourquoi pas, certains partis de la mouvance à également évoluer comme l'UP Le Renouveau ou à chercher à fusionner avec l'UP Le Renouveau. Donc c'est pour dire, il faudrait que les partis d'opposition, enfin les partis de l'opposition aujourd'hui fassent tout en réalité pour chercher ce consensus-là ou ce leader-là ou cette manière-là pour pouvoir en réalité se mettre ensemble. Sinon, ce qui va se passer, ce qui risque de se passer, vous voyez, l'UP s'est déjà renforcé, tout comme le PRD. Et ça, c'est normal avant chaque compétition. Même en football, il y a le mercato, on se renforce, même quand vous êtes fort. Donc, s'ils ne se mettent pas ensemble, ils risquent de perdre les élections. Et je pense que l'heure, en réalité, il n'y a plus beaucoup de temps et il faudrait qu'ils agissent vite et que les divergences soient mises de côté pour, en réalité, des accords suffisamment forts. C'est si les partis de l'opposition parlent d'organisation ensemble pour aller aux législatives, sans faire allusion à la fusion. Est-ce qu'ils pensent peut-être faire un jeu d'alliance entre eux parce que c'est interdit? Oh, ils peuvent pas aller au travers de la loi. Si la loi ne l'autorise pas, ils peuvent pas le faire. Ils peuvent pas. Vous pouvez faire alliance avec tout ce que dit la loi, mais vous ne pouvez pas faire alliance pour aller aux élections. Alors, quelle est la forme de cette mise ensemble de ces partis de l'opposition? Je ne saurais le dire à leur état parce que, encore qu'entre eux-mêmes, ils ne savent plus ou ils ne savent pas contre quoi ils s'opposent. Si vous êtes certain que vous vous opposez à la mouvance, pourquoi est-ce que parmi l'opposition, vous mettez encore d'autres partis à l'écart? Et c'est à ce jeu-là qu'ils se livrent aujourd'hui et on se pose. Opposition au sein de l'opposition. De l'opposition. Donc, alors, on se demande alors contre quoi ils s'opposent finalement. Et lorsque nous voyons comment est-ce que cette opposition a fonctionné, parce qu'au départ, c'était les Forces Cori pour un Bénin émergent, qui est devenu aujourd'hui Forces Cori pour un Bénin émergent. Et après les élections et après que le chef de file de l'opposition soit... Et on a eu maintenant les démocrates.
Et je pense, parce que le cadre de concertation qui est en cours aujourd'hui, le lead est confié au président des démocrates. Et donc, chemin faisant, à un moment donné, ils ont fait Kazakh et ils ont laissé justement le chef de file de l'opposition pour continuer leur cheminement. Alors, ce cheminement, aujourd'hui, on n'en connaît même pas le visage. Et c'est là aussi le problème. Et s'ils ne font pas vite, ils seront dans les atermoiements, ils seront dans les tergiversations et ils seront pris à leur propre piège. Et du coup, on aura encore des élections législatives sans l'opposition. Et on va dire que c'est un parlement monocolore. Non, mais je pense qu'ils ont intérêt à vite prendre conscience de la chose et de la gravité de l'heure et agir en parfaite cohésion pour avoir une force de représentativité pour que l'opposition puisse se retrouver au Parlement en janvier 2023. Sinon, ils continueront par faire ces atermoiements jusqu'à ce que le temps passe et ils seront incapables de produire les documents et d'être compétitifs sur l'échiquier national. Et c'est cela qui est le danger qui nous guette aujourd'hui. Je pense que la sagesse va recommander à ce que, s'ils veulent se mettre ensemble, ils n'ont qu'à vraiment faire un bloc de l'opposition pour agir et avoir les résultats conséquents qui devraient justement être leur objectif. Avant de relancer Julio, j'ai un message par ici qui dit « Bonsoir le plateau, j'ai l'impression compris l'enjeu des 10% si à l'heure actuelle, l'opposition ne pense pas se mettre ensemble. Moi, personnellement, je m'attends à rien. Les deux partis de la mouvance se partageront les sièges tout simplement. Et ce serait dommage pour notre démocratie. Il faut que les opposants aussi se mettent ensemble pour que l'élection soit crédible et transparente en 2023. Je vous remercie. C'est Robert Poakenou depuis Bazumpa dans la commune de Ouida. Oui, Julio. Oui, il faut... Dr Claude Tingbi Azalou le disait tout à l'heure en rappelant d'anciens penseurs. Mais à notre ère ou bien à notre génération, nous avons aussi des penseurs. Je me rappelle de cette vidéo qui a suffisamment circulé entre-temps d'un comédien camerounais qui dit, mais quand on a fait, on n'est pas solidaire. Comment vous voulez que l'opposition se mette ensemble? Quand on n'a pas fait, on est solidaire. Donc, mais nous n'allons pas dire que nos acteurs politiques, notamment de l'opposition, enfin, s'ils n'arrivent pas à se mettre ensemble, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le bon bout. Et peut-être véritablement pour se mettre ensemble, non pas pour se mettre ensemble, mais pour véritablement se mettre ensemble, avoir des objectifs communs. Il n'est pas possible, moi je considère qu'il n'est pas possible de se mettre ensemble si l'on ne se fait pas un minimum de confiance. Vous vous rappelez un peu que le thème confiance était revenu longuement dans les deux discours, en fait, des chefs des partis, des deux ex-partis, UP et PRD. Et donc, c'est le problème qui se pose, ce problème de confiance. Est-ce que vous, M. Tassi disait que l'opposition ne sera pas aux élections? Non, l'opposition sera aux élections législatives, mais peut-être ne sera pas au Parlement prochain, ce qui serait, comme le disait tout à l'heure le téléspectateur, vraiment déplorable. Mais ça aurait quand même montré, en fait, que ceux qui s'illustraient en victimes hier n'étaient véritablement pas des victimes, ils étaient les propres acteurs de leur déboire. Et donc, nous continuons de penser que l'opposition politique béninoise est encore en quête de ses repères. Nous espérons qu'ils vont trouver le bon bout, soit le bon acteur ou la bonne méthode pour véritablement aller aux élections et se faire représenter au Parlement. Claude. Oui, je pense que Julio l'a déjà dit. Il faudrait qu'ils se mettent suffisamment ensemble. Si les acteurs de la mouvance ont pu le faire, malgré toutes ces théories philosophiques, parce qu'eux aussi, ils convoitent aussi les mêmes choses. S'ils ont pu le faire, je pense que l'opposition aussi peut le faire. Parce que ce que je suis en train de voir là, en réalité, n'oublions pas qu'il y a la loi des 10%. Et que face à ça, en fait... Et que l'alliance est interdite. Et que l'alliance est interdite, formellement interdite. Donc il faudrait que soit ils se mettent dans une logique de fusion, ou soit que chacun prépare ses armes pour janvier 2023. Parce que, en tout cas, une chose est sûre, seul le peuple est l'arbitre.
comme on dit, le peuple est le seul habit du terrain. Je pense qu'ils ont intérêt à le faire et à réfléchir encore davantage, à se mettre ensemble pour qu'ils puissent également faire passer leurs idéologies à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est la peur de la perte de leur titre de président de tel parti ou autre qui pourrait empêcher les partis de l'opposition d'aller directement à la fusion? Au-delà de ce niveau de positionnement, le mal est plus profond au niveau de l'opposition si on se réfère aux faits. Comme je l'évoquais tout à l'heure, la FCBE, tout est parti de là. Pourquoi il y a une scission au sein de FCBE pour que nous ayons le parti Les Démocrates? C'est là, c'est ça qui continue de biaiser. C'est vrai, il y a eu des relents avec le président Agossa, avec Restaurer la confiance, avec le président Tébé, avec MPL et tout ça. Mais tous ces partis-là, aujourd'hui, n'ont pas une forte représentativité comme FCBE dans le temps. Donc aujourd'hui, c'est ces partis-là qui aujourd'hui doivent pouvoir se rassembler et conduire l'idéologie ou la pensée de l'opposition. Et alors, ils s'opposent à quoi? Quelles sont les alternatives qu'ils proposent pour que les populations puissent mieux les comprendre et pouvoir épouser leurs idéaux et conduire le mouvement avec eux? Jusque-là, aujourd'hui, nous n'avons pas encore cette alternative. Il y a eu une tournée de remobilisation des démocrates la dernière fois, mais le message est clair que, oui, on s'oppose à la gestion du président, on s'oppose à ci, on s'oppose à ça, mais en s'opposant, voici ce que nous vous proposons. Nous n'avons pas encore cette proposition-là. Alors, qu'est-ce qui les empêche de se réunir? C'est forcément le volet confiance dont on parle. S'il y a eu, à un moment donné, il y a eu scission entre le FCBE pour donner démocrate, ça veut dire qu'à un moment donné, leurs chemins se sont séparés et ils ne s'entendent plus. Alors, s'ils ne se s'entendent plus, ils n'ont qu'à faire chemin et trouver les moyens pour se retrouver. Parce que s'ils ne se recomposent pas, aller en rang dispersé, ce n'est pas du tout à leur avantage. Ça, c'est clair. Parce que ils ne peuvent pas se retrouver sur le terrain avec un discours harmonieux. Ils auront plusieurs sons de cloche à offrir aux populations. Et la population va choisir dans quoi? Mais on ne choisit que ce qui est concret. Et aujourd'hui, la mouvance a les cartes en main pour vendre du concret aux populations. Alors que l'opposition aujourd'hui ne se prépare pas pour aller à cette alternative-là avec des propositions concrètes. Et ensuite, ils sont divisés. Ça veut dire quoi? Je vais entendre un son de l'opposition aujourd'hui, et demain, je vais entendre encore un autre son. Alors, comment est-ce que je peux choisir si, à un moment donné, j'ai des velléités contre le pouvoir et que je ne veux pas voter pour le pouvoir, je veux voter pour l'opposition, alors que l'opposition n'est pas unie? Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils donnent du fil à retordre à la population. Donc, il est important et plus impérieux pour eux de retrouver rapidement en leur sein le mode opératoire pour se mettre ensemble et parler d'une et une seule voix pour aller vers ces élections-là, parce que c'est très déterminant pour leur existence et également déterminant pour la coloration politique du pays, afin que, au niveau de l'Assemblée nationale, nous puissions avoir toutes les tendances ou les sensibilités qui soient représentées. Et c'est à leur actif et ils doivent pouvoir le faire et sortir d'affaires. Sinon, on assistera encore à un 2019 bis, ce qui n'est pas le cas. Julio, avant, est-ce que vous avez quelque chose à dire, parce que nous allons évoluer dans le débat? Non, en fait, parlant de l'opposition, il faut interpeller les acteurs véritablement. En fait, c'est deux acteurs. Il n'y a pas un troisième même. C'est Paul Humpé et Rundete. Il n'y a pas autre chose. Les deux autres, Restaurer la confiance, MPL et autres, ce sont, comment dire, excusez-moi, je ne veux pas les minimiser, mais ils vont se ranger, d'accord, du côté où ça les arrangera. Mais les deux gros morceaux de ce débat, ce sont les démocrates et les FCBE. Et si possible, même s'ils peuvent rester comme ça, et que les autres partis vont se partager vers l'un et ou l'autre, ça dépendra du leadership de chacun. Mais on ne peut pas avoir et s'en sortir
5 partis politiques de l'opposition ou 6 partis politiques de l'opposition dans le contexte actuel dans lequel nous sommes. Ce n'est véritablement pas possible. Alain Adirou, l'ancien ministre, dans ses propos, a dit que les démocrates se sont retirés du cadre de concertation des partis de l'opposition lorsque le chef de l'État, Patrice Talon, a rencontré son prédécesseur Boni Yayi et doute même que les démocrates soient toujours sur la voie de l'opposition. Claude. Bon, vous savez, c'est son avis. Et je pense que nécessairement, il faudrait quand même... parce que d'abord, il y a une crise de confiance dont on a déjà parlé. Et même s'ils se mettent séparément, moi j'ai l'impression, en tout cas, que les voix vont s'émietter. Les différents partis de l'opposition vont en fait éparpiller en fait leur voix. Je pense que dans le principe sacro-saint d'une négociation, il faut tout faire pour montrer la confiance, pour inspirer la confiance chez l'autre et nécessairement se réunir. Parce que je vois, pour moi, la seule voie pour l'opposition de gagner véritablement ces élections, c'est de trouver des terrains d'entente pour s'unir véritablement. Et sans ça, je ne pense pas que ça soit aussi facile. Peut-être ça sera un peu plus facile pour un des partis de l'opposition et les autres vont se partager un certain, peut-être minimum de voix. C'est juste un pronostic. Je ne dis pas que ça sera le cas. Mais l'idéal serait quand même que les petites guéguerres là, l'idéal serait qu'ils arrivent en réalité à trouver un terrain d'entente pour, pourquoi pas se fusionner, pour être beaucoup plus forts. Et Julien. Le véritable problème, en fait, dans cette difficulté de se mettre ensemble, c'est parce que par le passé, ils avaient été ensemble. Il faut le dire. Tous les acteurs, d'accord, par le passé, ils avaient été ensemble. Donc, il vous est difficile de vous mettre ensemble quand vous avez été par le passé ensemble. Et que s'il y a une question de trahison, vous êtes divisés. C'est-à-dire parce que chacun, on dit, comme le dit, et chat échaudé craint l'eau froide. Ce ne sont pas des partis politiques d'opposition créés et que chacun a son histoire. Mais ces partis de l'opposition une histoire commune et se sont divisés. C'est ce que nous le rappelait tout à l'heure de ce qu'on peut appeler l'ancien FCBE, tout est parti de là. Les différentes démarcations de tout ce que nous voyons aujourd'hui sont partis en fait à 80-85% des FCBE d'une certaine façon. Donc, ils se sont divisés par le passé. C'est pourquoi, lorsque vous voulez, cultiver les gènes de la division, il faut toujours penser à demain, ce que ça pourrait donner demain. Ils l'ont fait sur cette question de réforme du système partisan qui va se conformer aux nouvelles dispositions, qui ne le fera pas. Ils l'ont fait lors des élections législatives. Ils l'ont fait lors de la dernière élection présidentielle. Ils ont pris tout le temps pour se diviser, pour se saucissonner. Et donc, il m'apparaît aujourd'hui fondamentalement difficile de véritablement dire qu'on va recoller les morceaux. Regardez un peu l'actualité des présidentielles. Irénée Agossa, Parti Restaurer la Confiance et les démocrates. Il y a encore de ces plaies-là. Donc, je continue de penser que parce qu'ils ont une histoire commune antérieure, ça continue de les pourchasser et ce serait difficile pour eux. Ceux qui ne sont pas dans ce rôle-là, c'est les partis comme les MPL, les partis fortes comment il s'appelle, de Guédou, de président Guédou. Ce sont ces partis-là, voilà, qui n'ont pas d'antécédents ou peut-être de ce genre d'histoire, qui peut se ranger d'un côté ou d'un autre. Mais, comme je l'ai dit tantôt, les gros morceaux, FCBE, démocrates, je vois cette mise ensemble-là fondamentalement compliquée. Peut-être les gens seront en train de se mettre ensemble et lors de la constitution de liste, ils vont encore très vite se diviser, comme les questions de parrainage ont divisé lors des élections présidentielles. Vous n'avez pas parlé de FCDB dans tout ce que vous citiez. FCDB, c'est une affaire tout à fait particulière. Quand je suivais à la faveur de ce que le parti UDBN a produit la dernière fois par voie du CIE, on a dû constater que dans les registres, le parti Force FCBD est un parti de l'opposition. C'est comme ça que ça a été. Sur les plateaux, c'était une partie d'opposition modérée. Ils ont exprimé les thèmes la dernière fois. La dernière fois, on les suivait encore
c'était vraiment devenu ambigu. Et voilà tous les problèmes en fait de l'opposition. Voilà tous les problèmes en fait de l'opposition. Les uns et les autres ne sont pas sûrs de ce qu'est la position exacte. Les uns et les autres s'accusent de qui est proche de la mouvance, de qui ne l'est pas. FCBE accuse les démocrates d'être proches de la mouvance parce que Boni Yahi a discuté plusieurs fois avec le président Patrick Talon. Démocrates accusent FCBE d'être proches de la mouvance parce que ce sont eux qui ont été, j'aime bien ce mot, qui ont été les faire valoir, d'accord, de la mouvance pour faire passer en fait la réforme du sympathisant, notamment la conformité à la charte des partis politiques. Même chose pour restaurer la confiance avec Irénée Agossa. Irénée Agossa aurait été le pignon que la mouvance aurait manipulé pour diviser les démocrates en ce sens. Dans cette circonstance, comment vous voulez que les gens, d'accord, de bonne foi se mettent ensemble? L'équation est très compliquée. L'équation est très compliquée. Sinon que autrement, à un moment donné, il va falloir peut-être, il y a quelqu'un qui a prononcé la dernière fois, les partis de l'opposition doivent encore devoir laisser passer cette élection législative pour se donner le temps, ou bien à d'autres acteurs de monter sur la scène pour mieux refaire les choses. Oui, Claude. Je pense que vous avez tout à fait raison en parlant de ces suspicions. Il est clair que quand il y a des suspicions quelque part, la confiance disparaît et il est difficile de construire quelque chose. Mais les hommes politiques sont des hommes d'État. Et s'ils veulent vraiment être des hommes d'État, je pense qu'ils ont la capacité en eux de transcender un certain nombre de choses, de transcender tout ça. Mais la question reste de savoir s'ils peuvent tous le faire. C'est là la difficulté. Et s'ils ne le font pas, comme on le voit déjà visiblement, chacun ira en rang dispersé et on verra après les élections de 2023 ce que ça va donner. Mais c'est un peu dommage parce que je pense que la mouvance a déjà donné l'exemple. Il faudrait qu'eux-mêmes puissent prendre cet exemple. C'est sûr que quand vous allez aussi dans la mouvance, vous allez trouver aussi un certain nombre de partis politiques qui ne s'entendaient pas. Les 276 partis politiques qu'il y avait quand il y avait le multipartisme intégral et les centaines de partis politiques qu'il y a dans l'UP, on ne peut pas dire qu'ils s'entendaient tous. Donc c'est un peu ça. Oui, ceci, un mot pour finir. Non, je pense que le mal est profond et il va falloir vraiment trouver une solution la plus rapide, une solution rapide, parce que le temps passe et il va falloir que l'image de cette opposition-là soit vraiment relevée. Relevée en ce sens que tout ce dont on a parlé, tout ce qu'on a relevé comme éléments de dissension, de division, ces éléments-là, ils peuvent les surmonter en tant qu'homme d'État, en tant qu'homme empreint de sagesse. Ils peuvent justement savoir que notre ennemi est commun. Ce n'est pas en nous combattant mutuellement que nous allons combattre l'ennemi. Et ce n'est pas le dernier jour que nous allons dresser nos chiens pour aller au combat. Donc, du coup, ils ont l'obligation aujourd'hui de savoir que en eux-mêmes, ils doivent trouver la solution pour avancer. Parce qu'aujourd'hui, qui sont les représentants de l'opposition? Ils se connaissent. Et avec la charte des partis politiques, ils se sont déjà déclarés partis de l'opposition, enregistrés comme tels au niveau du ministère de l'Intérieur. Alors, aujourd'hui, s'ils ne veulent pas faire le job, s'ils ne veulent pas aller vraiment sur le terrain de la compétition, ils n'ont qu'à le dire. C'est ça, en fait, le problème. Parce que quand le mal est comme ça, que vous avez des hommes d'État qui, aujourd'hui, se confondent et ne veulent pas prendre la mesure de la situation, il vaut mieux, justement, les titiller pour qu'ils se rendent compte. C'est ça, un véritable problème qui se pose. Donc, l'opposition a un devoir, le devoir de corriger son image et d'aller aux élections. Point. Ils n'ont qu'à trouver la formule entre eux. Ils ont la formule, ils n'ont qu'à trouver la formule pour aller aux élections. Rapidement, Claude, un mot, et puis Julio va finir parce que le temps est... Je veux juste rebondir sur le fait que l'ennemi, en réalité, dans une république, n'est pas l'autre. L'ennemi, c'est la pauvreté. C'est le sous-développement. Et donc, quand on est parti de l'opposition, on doit avoir des idéologies. S'il y a 10 partis de l'opposition aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a 10 idéologies différentes. Et dans ces 10 idéologies différentes, c'est sûr en réalité qu'il y a des idéologies qui vont se rapprocher. Donc, l'ennemi n'est pas l'autre, mais c'est le sous-développement. Et donc, oui, Julio, rapidement. Non, je voulais juste rappeler tout ce que nous savons tous. Des gens qui n'ont pas été capables de rester même dans une coalition, d'accord, pour défendre une cause. Je veux parler
de la résistance, d'accord, juste pour défendre une cause. Comment vous voulez qu'ils se mettent ensemble, fondent leur parti pour aller à une élection législative où l'enjeu est plus grand? Regardez un peu ce qu'a fini par donner cette initiative, la résistance, cette initiative à laquelle beaucoup de Béninois qui ne partagent pas la vision de la gouvernance ont adhéré. C'est devenu quoi finalement? C'est devenu une coquille vide dont s'occupe seul candidat Zanaï, que l'on accuse de tout et de rien, d'une certaine façon. Non. L'équation, comme je l'ai dit, c'est compliqué. Ils ne sont pas obligés d'aller aux élections prochaines. Peut-être ils prendront le temps de mieux s'organiser. Et rendez-vous 2026 peut-être. Merci beaucoup à vous, Julio Tometi. Je rappelle que vous êtes juriste. Merci d'avoir partagé ce plateau avec nous. Claude Tingbe Azalou, socio-anthropologue. Merci. Agronome et biotechnologiste. L'homme aux casquettes multiples, c'est Citono Coin, administrateur culturel. Merci. Amis téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Nous avons porté un regard sur la gestion future du parti UP Le Renouveau. Nous avons aussi abordé les différentes sorties des partis de l'opposition sur la formation d'un cadre de concertation. Ainsi s'achève cette discussion et en même temps la fin du grand soir. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes nos productions sur Facebook E-Télé en direct, YouTube E-Télé Bénin, l'application iOS E-Télé Bénin. Bonne soirée chez vous.